Bienvenue dans cette leçon numéro 10 consacrée à la présentation et au déroulement complet d'une séance d'astrophotographie avec le logiciel Nina. Dans cette première section, nous allons parler de la connexion du matériel et des différents réglages avec Nina. Lorsque vous ouvrez le logiciel, vous vous retrouvez tout de suite sur cette page ici présente. Pour connecter le matériel, vous avez différentes solutions. Si vous avez déjà connecté une première fois votre matériel et que vous avez déjà installé tous les pilotes, bref que vous avez déjà finalement utilisé une première fois Nina, vous pouvez appuyer ici en bas sur cette icône et ça va connecter tout votre matériel en une seule fois. Si à l'inverse c'est la première fois, vous allez pouvoir appuyer ici sur le menu déroulant pour choisir finalement le pilote dans la liste qui est installé. Donc selon votre matériel, vous allez devoir installer des pilotes très précis pour faire l'interface finalement entre le logiciel et votre matériel. Je le répète aussi, Nina c'est un logiciel qui est fonctionnel uniquement sur Windows, d'où l'utilisation de pilotes pour faire office d'interface. Si vous possédez par exemple une caméra refroidie ZWO ou autre, et bien vous pouvez utiliser en général le pilote ASCOM. Vous voyez qu'on a beaucoup de pilotes ASCOM. Et bien si vous avez un appareil photo numérique, et bien vous devrez voir apparaître également le modèle de votre appareil photo. Lorsque vous avez sélectionné votre pilote, et bien vous pouvez cliquer sur l'icône et vous allez ainsi connecter votre matériel, votre caméra qui va apparaître comme ça. Sur la droite, vous avez donc les paramètres de refroidissement, donc moins 15 degrés. Le délai minimum, c'est finalement pendant combien de temps la température va baisser. Donc là, on lui demande de baisser la température gentiment pendant 10 minutes. Le problème, c'est que si vous refroidissez trop vite, trop rapidement, vous aurez l'apparition de givre sur la vitre du capteur et donc vous aurez des astrophotographies qui seront absolument pas bonnes. On a la même chose pour le réchauffement, donc il va lentement réchauffer la caméra à la fin de la séance pendant environ 10 minutes pour que ça se passe vraiment en douceur. Je vous déconseille toujours de le faire trop rapidement. Lorsque vous avez connecté la caméra, eh bien, il va détecter tout seul la taille des pixels par exemple, ainsi que le nombre de pixels, le temps d'exposition maximum, bref, les différentes capacités de la caméra. Vous pouvez régler encore ici le gain de la caméra ou bien les ISO. Si c'est un appareil photo, ce serait les ISO. Là, on a mis sur 120. Je le rappelle aussi, on peut le mettre entre 100 et 120 selon les modèles. Il faut vraiment regarder les informations qui proviennent tout simplement du fabricant. Les offsets par défaut, vous pouvez tout à fait les laisser sur 0, ce n'est pas très important. Nous passons ici au deuxième onglet, la roue à filtre, si vous en avez une. Là aussi, alors vous allez devoir installer en principe des pilotes, ou bien en tout cas indiquer que vous allez choisir le pilote ASCOM. ASCOM, c'est en général une interface via laquelle vous allez pouvoir connecter beaucoup de choses. On a déjà connecté par exemple la caméra grâce à ASCOM, là on peut également connecter la roue à filtre, donc finalement si vous installez ASCOM, vous allez pouvoir connecter la plupart des accessoires que vous possédez. Même histoire, vous connectez en choisissant le bon pilote et puis vous appuyez sur l'icône pour connecter. Vous aurez ainsi ces détails qui vont apparaître. Donc ici, vous aurez le menu déroulant où vous allez pouvoir tout simplement choisir par exemple votre filtre et l'ultimate et cliquer sur changer. Ça va vous faire changer de filtre. Et puis ici, vous avez tout simplement les noms de filtres qui vont apparaître et sans que vous sachiez quels sont les noms et que vous allez aussi pouvoir modifier. Passons maintenant à la focalisation, c'est-à-dire si vous avez un moteur de mise au point. Ce moteur de mise au point, il va aussi généralement fonctionner via ZWO et ASCOM si c'est un moteur de mise au point ZWO. Sinon, vous allez passer
par Ultimate Powerbox V2 si c'est un moteur de mise au point Pegasus par exemple, qui sont excellents également. Donc tout simplement, là encore une fois, il faut trouver le bon pilote et puis installer le bon. En général, vous pouvez redemander qu'il recherche s'il n'a pas tout d'un coup détecté, si vous aviez déjà connecté par le passé votre moteur de mise au point et que là il ne l'a pas détecté, vous vous êtes rendu compte qu'un câble était mal connecté, et bien vous pouvez tout simplement remettre le câble correctement et puis appuyer là-dessus et il devrait être détecté. Ensuite, vous pouvez tout simplement connecter votre matériel ici. Et vous verrez qu'on a donc certains paramètres qui apparaissent, dont la température. Vous allez pouvoir changer la position. Vous avez la position actuelle, vous pouvez rentrer celle vers laquelle vous souhaitez aller et puis appuyer sur aller. Sinon, vous pouvez aussi utiliser ces flèches. Ici, c'est pour les déplacements très fins, de l'ordre de 10 pas ou d'une dizaine de pas, et puis un peu plus gros, de l'ordre par exemple d'une centaine de pas. Passons maintenant à l'onglet Télescope, donc la monture. Là aussi, vous allez devoir choisir le bon pilote. En général, GSky Telescope, c'est une très bonne interface. Vous avez également, selon votre modèle de monture, vous avez différents pilotes ASCOM qui sont spécialisés pour certains types de monture. Alors ça, disons que c'est il faut un petit peu tester, il faut un peu chercher sur internet et puis vous allez très vite trouver finalement une interface qui fonctionne. Mais je trouve personnellement que ASCOM GSky Telescope ça fonctionne très bien. Une fois que vous avez trouvé le bon pilote, et bien vous pouvez connecter votre monture. Vous allez donc avoir quelque chose de ce type-là. Vous avez ici quelque chose de très pratique, c'est le parking. Donc vous allez pouvoir choisir l'option parquer ou déparquer, puisqu'avec Nina vous allez devoir aussi donner l'autorisation à la monture de se déparquer, donc de se mouvoir. Donc attention qu'il soit là, par exemple, c'est dire que c'est sur parc qu'on est déjà en mouvement, mais si on n'était pas en mouvement, eh bien il faudrait cliquer sur déparquer pour permettre à la monture de bouger. Vous avez ici vos options pour bouger manuellement la monture vers le nord, l'est ou l'ouest. Vous aurez vos coordonnées ici à gauche si vous souhaitez par exemple les entrer manuellement. En général, si vous êtes Nina, vous allez pouvoir le faire automatiquement grâce à carte du ciel, mais disons que si d'un coup vous souhaitez mettre des coordonnées bien précises, et bien vous pouvez les mettre ici et puis ensuite cliquer sur Slew. Nous passons maintenant à l'onglet de guidage. Alors pour le guidage, il va falloir installer PHD2, qui est donc un logiciel d'autoguidage et qu'il va falloir aussi configurer. Donc ça, c'est pas tellement finalement un pilote, c'est carrément un logiciel en soi. Et puis, lorsque ce sera fait, vous pourrez tout simplement connecter votre autoguidage ainsi que la caméra. La caméra, vous allez directement pouvoir la rentrer dans les paramètres de PHD2. Vous aurez ensuite, tout simplement, lorsque vous guiderez, eh bien, votre autoguidage qui apparaîtra tout simplement là en bas. Dans PHD2, vous avez également, dans cet onglet d'autoguidage, vous avez tout ce qui concerne le dithering par exemple. Donc on va choisir de décaler de 3 pixels. On va prendre une tolérance de 1,5 pixels, donc c'est bien d'avoir une certaine marge. Un délai d'expiration, donc si ça ne marche pas après 30 secondes, eh bien il continue. Il recommence à prendre des photos même si le guidage n'est pas correct. Et puis, délai de démarrage du guidage, c'est d'être capable de maintenir au moins 15 secondes le profil. Ici, le profil, vous aurez tout simplement le profil PHD2 que vous aurez créé. Donc là, avec une caméra 120 de ZWO, monochrome, mini, et puis une monture EQM35 bon marché. Le dithering, vous allez pouvoir choisir si vous voulez le faire uniquement en ascension droite. Je vous conseille de le laisser en off, faites-le de manière aléatoire dans les deux axes, c'est plus efficace. Le délai de stabilisation, donc dès que vous aurez fait un mouvement,
Avant même de mettre en route l'autoguidage, on va attendre 10 secondes. Réessayer de lancer le guidage, c'est s'il y a eu un problème, eh bien Nina va quand même essayer de remettre finalement le guidage en route. Et pour finir, le roi, qui est un paramètre très intéressant, c'est que l'autoguidage PhD2 va choisir des étoiles qui sont contenues uniquement dans les 80% de l'image autour du centre. Donc il va laisser de côté les 20% de l'image qui sont dans les bords. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on a souvent des défauts optiques dans les bords où les étoiles sont un petit peu plus moins nettes, moins précises, un petit peu plus étalées, donc qui vont être moins propices à un bon suivi. Donc on peut régler cette valeur, mais 80% en général c'est bien. Comme ça on garde, il va se baser sur des étoiles plutôt au centre de l'image, donc bien nettes, pour faire l'autoguidage. Nous sommes maintenant dans les options. Donc dans cet onglet options ici, on a ici notre profil par exemple, avec, on peut choisir la langue, on peut choisir même la police, on va pouvoir choisir également le répertoire d'images de Sky Atlas. Donc tout ça c'est des options qu'on va pouvoir configurer. Si on veut mettre Sky Atlas qui va nous permettre d'avoir une carte du ciel, on va pouvoir l'enregistrer ici. Là c'est actuellement enlevé mais il faudrait le mettre. Quelque chose d'assez sympa, vous pouvez choisir votre thème de couleur et puis vous aurez ici en bas par exemple les paramètres d'astrométrie. Ce qui est surtout intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer un horizon personnalisé. Donc à l'aide d'une application, on en parle dans le support PDF, vous allez pouvoir créer tout simplement un horizon, c'est-à-dire que si par exemple autour de votre lieu d'observation vous avez une forêt, vous avez une maison, eh bien vous allez pouvoir reproduire cette maison et cette forêt pour que Nina vous propose pas des astres qui sont en réalité derrière cette maison que vous ne pouvez en réalité pas voir. Toujours dans les options, cette fois-ci de caméra, donc d'équipement, vous allez pouvoir ici vérifier que vous avez la bonne taille de pixels, que vous avez la bonne matrice de BR qui est rentrée, également la bonne résolution. En général, c'est des paramètres qui se font automatiquement, il n'y a rien à faire. Vous allez pouvoir régler les paramètres de filtre, donc ça vous pouvez tout à fait laisser sur on comme c'est. Concernant le télescope, on voit ici qu'on a une lunette Skywatcher Evo Star 80D avec correcteur et réducteur. Il a calculé une longueur focale de 521 mm, un rapport FD de 6,51 et puis là aussi on peut mettre un délai de quelques secondes après le déplacement, tout ça pour tout simplement laisser la monture au repos. L'automatique 5, donc on va tout simplement synchroniser de manière automatique toutes ces informations pour qu'on n'ait pas besoin de les remettre à chaque fois. On pourrait, si vous voulez, vous connecter par exemple à une station météo, on va pouvoir rentrer ces clés API et puis on aura carrément un onglet météo où ça va nous indiquer si on peut le faire ou non. Il y a également un planétarium qui est inclus avec Nina. Là, on a carte du ciel que l'on peut choisir, par exemple, et donc c'est tout simplement la capacité, quand on va d'avoir un répertoire d'objets qu'on va pouvoir aller chercher. On parlait dans la leçon précédente des cartes du ciel dans, par exemple, l'Asière. On a exactement la même chose dans Nina, où on va pouvoir voir finalement l'objet et puis voir le cadrage que l'on souhaite faire. On a ici les paramètres de focalisation automatique. Ici le décalage initial, donc ça va correspondre finalement au nombre de pas qu'il va faire au tout départ pour s'éloigner de la mise au point. Pour faire ça, la stratégie FA, c'est HFR des étoiles, donc il va se baser sur la taille des étoiles, le HFR étant la taille. On peut choisir quel type de courbe on veut. Je vous conseille de laisser sur parabolique. Le nombre de tentatives FA, donc c'est si une mise au point automatique échoue, pour quelconque raison, vous avez un nuage qui est passé devant l'étoile que la mise au point automatique utilisait, vous pouvez avoir un filtre et tout d'un coup plus assez d'étoiles, bref, il va faire 3 tentatives avant d'abandonner.
Utiliser tel nom d'étoile plus brillante, on peut laisser sur 0. Bref, ici en bas, vous avez tout simplement des paramètres que vous pouvez laisser de cette manière. Le seuil R2, c'est tout simplement finalement la tolérance de la mise au point. Une mise au point, elle peut être plus ou moins bonne. L'idée, c'est d'avoir un seuil qui vous permet de vérifier, par exemple, qu'on ne s'éloigne pas trop d'une mise au point. Si la mise au point, elle a réussi, mais qu'elle n'est pas bonne, eh bien, il faut, par exemple, qu'elle ne soit pas plus élevée que 0,7. La taille des pas, donc on va se déplacer de 30 pas. Le temps d'exposition par défaut, 6 secondes. C'est notamment utile si on a des filtres restrictifs. On aura l'arrêt du guidage pendant la mise au point si on le souhaite, là il n'y a pas besoin. Un délai de stabilisation au moment de la focalisation, donc si on a un mouvement il va attendre 5 secondes. On va prendre toujours 2 points pour la focalisation automatique, donc pour être absolument sûr. Le ratio fenêtrage intérieur on peut laisser sur 1 et puis jeu in et out, alors on peut laisser tout simplement out 50 par exemple, donc c'est d'être sûr que au moment lorsqu'il sort, eh bien c'est pour éviter finalement le backlash. Dans votre fenêtre ici en bas, eh bien vous allez tout simplement pouvoir régler votre mise au point selon chaque filtre. Chaque filtre est un petit différent et au lieu de refaire une mise au point parce que l'endroit où la mise au point est exacte, elle peut être très éloignée selon les filtres. Donc au lieu de devoir à chaque fois refaire une mise au point qui va prendre du temps parce qu'elle doit lentement se décaler vers la bonne position, eh bien vous allez pouvoir déjà lui indiquer à l'avance la position plus ou moins exacte de la focalisation. Configuration du fichier, vous allez pouvoir ici dans répertoire images définir le répertoire dans lequel vous voulez que les fichiers soient enregistrés. N'hésitez pas à les mettre sur une clé USB, on sait que les fichiers d'astrophotographie prennent beaucoup de place. Vous allez également pouvoir créer par exemple ou choisir la manière que vous souhaitez que soit enregistré. Donc s'il y a plusieurs modèles possibles, si vous avez des souhaits, mais en général c'est assez clair. On a ici ensuite le retournement au méridien automatique. Donc on aura 5 minutes après le méridien. Donc finalement on va avoir un retournement qui va être fait, on va pouvoir recommencer à prendre des photos 5 minutes après le méridien. Par contre on doit aussi mettre une limite, donc pas plus que 10 minutes après le méridien. Ça peut arriver après le retournement au méridien que la monture est un petit peu déstabilisée, il lui faut du temps pour se remettre. Et donc, après 10 minutes, elle considère que, eh bien, même s'il y a encore des problèmes, il faut quand même continuer à prendre les photographies. Ici, vous pouvez tout simplement remettre on, laisser sur on, recentrer après le retournement, c'est tout simplement recentrer l'objet, parce que finalement, vous avez quand même fait un certain mouvement, ça c'est nécessaire. Le temps de stabilisation, bien 30 secondes, tout simplement après que le télescope ait bougé, on laisse 30 secondes pour qu'il n'y ait plus aucune vibration. Le temps de pause avant le méridien, donc là on peut choisir le temps de pause avant, ça sert à rien de commencer une photo de 10 minutes alors que dans 2 minutes le méridien intervient, donc automatiquement 2 minutes avant, eh bien Nina ne fait plus aucune photo. On peut régler la mise au point automatique après le retournement, c'est vraiment nécessaire de le faire, et puis faire une rotation de l'image après le retournement au méridien, c'est selon vos souhaits, parce que forcément l'image elle n'apparaît plus sur votre écran de la même manière, mais c'est pas forcément nécessaire, c'est selon votre goût. On a ensuite les options de l'image, alors on peut en général débayériser par exemple l'image, aussi le HFR, bref tout ça ces stretch là, vous pouvez tout simplement laisser ces paramètres sur ces choses là, sur ces valeurs là, et puis ça va marcher correctement. La séquence, vous pouvez là aussi choisir vos dossiers dans lesquels vous souhaitez créer vos modèles de séquences que vous allez pouvoir réutiliser à chaque fois. On le verra, les séquences elles sont assez longues et à créer avec Nina, donc n'hésitez pas à vous créer des modèles. Et puis finalement vous pouvez également tout simplement réinitialiser différents paramètres ici en bas.
Nous sommes maintenant dans l'onglet Astrométrie. Astrométrie, c'est donc ce qui va vous permettre de faire ce qu'on appelait, par exemple dans la leçon précédente avec l'ASIER, le plate solving. Donc c'est la capacité du logiciel à savoir sur une photographie où il se situe dans le ciel. Pour ce faire, un excellent logiciel, c'est par exemple Astap, qu'on peut choisir ici. Et puis, pour finalement la configuration de l'astrométrie, eh bien, il va falloir quand même, par exemple, télécharger astrométrie.net. C'est là qu'on va trouver Astap et qu'on va recevoir en s'inscrivant dessus une clé API qu'on va devoir mettre là et placer l'URL correctement, tout simplement pour que Nina puisse travailler avec ce logiciel. Nina en soi n'a pas, comme l'a dit hier, la capacité de faire le plate solving. Elle doit passer par un intermédiaire, en l'occurrence Astap ou astrométrie.net, pour faire le plate solving. Donc il faut bien remplir ces paramètres pour que Nina sache où aller chercher les informations. Et puis ici on a les paramètres par rapport au plate solving, donc un temps expo de 5 secondes pour qu'on ait assez de lumière. On peut choisir le filtre avec lequel ces plate solving sont faits. On laisse bin 1, on va pouvoir choisir le gain. On va choisir la tolérance de pointage. Ça en général vous pouvez laisser sur les valeurs par défaut. Nombre de tentatives 10, c'est-à-dire si d'un coup pour X raison la monture ou Nina n'arrive pas à faire le plate solving, il va quand même essayer 10 fois de le faire et il va attendre 2 minutes entre chaque tentative, parce que ça peut être dû par exemple à un nuage qui passe tout d'un coup, ou bien tout d'un coup ça peut être n'importe quoi. Donc on va attendre tout simplement 10 minutes. Pour terminer cette première section, il y a encore toutes les extensions que l'on nomme aussi plugins. Il y en a toute une liste. Un qui est très utile, c'est le Free Point Polar Alignment. Donc vous allez pouvoir cliquer sur Install. Ici il est déjà installé, donc on a Uninstall, mais pour autant c'est vraiment quelque chose de très pratique. Donc vous avez tous ces plugins que vous allez pouvoir tout simplement installer et puis qui vont vous servir dans votre séance d'astrophotographie. Donc n'hésitez pas à les lire, à les voir, installez-en le plus grand nombre, ça vaut la peine, et notamment celui-là puisqu'on l'utilisera pour le plate solving.